Bonjour à tous. Ce que vous vous apprêtez à voir est le témoignage d'Isabelle, qui a accepté de partager 19 ans de sa vie dans un climat de violence conjugale. C'est avec beaucoup de résilience qu'elle nous plonge dans les détails les plus sombres de son expérience, ce qui nous aidera à comprendre son cheminement et de quelle façon elle arrive aujourd'hui à livrer un message d'espoir aux familles dans la même situation que la sienne. En fait, ça a commencé en 82. Ça a duré 19 ans, donc jusqu'en 2001. Et puis, au moment où j'ai rencontré mon agresseur, qui est devenu au fil du temps mon conjoint et le père de mes enfants, j'avais à peine 12 ans, alors que lui en avait 17. Donc, ça a été ma première histoire d'amour. Et puis, assez rapidement, je te dirais, la violence s'est installée. Évidemment, au départ, on s'en aperçoit pas parce que c'est de la violence psychologique. Donc, il se passe des choses dans lesquelles on ne se sent pas bien, sans nécessairement être capable d'identifier ce qui se passe véritablement. Au moment où arrive la première claque, ben, on a déjà été tellement déstabilisé dans la confiance qu'on a en soi que on réagit pas. Au départ, je te dirais que ça se passe dans l'intimité. Au départ, bon, comme je te le disais, la violence psychologique, c'est parfois difficile à identifier. Quand on parle de violence verbale ou de violence physique, c'est plus facile parce que ça se voit, ça s'entend. Mais je te dirais qu'au départ, c'est vraiment dans l'intimité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence, c'est un cycle. C'est comme un tourbillon. Et puis, plus le temps passe, en termes de semaines, en termes de mois, en termes d'années, dépendamment de chaque histoire, plus le cercle du tourbillon se rétrécit. Donc, plus le temps passe, plus les moments de violence sont fréquents, sont rapprochés, sont intenses. Et à un moment donné, ben, ces moments de violence-là, ces événements-là peuvent aussi se produire en public. Ben, ça peut être quelque chose de très simple. Ça peut être de se faire traiter de pauvre conne, des choses qui... Tu sais, quand on se fait dire par quelqu'un... parce que moi, je me suis fait dire ça pendant des années. Ça prend pas un diplôme secondaire pour comprendre ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que mon, mon ex-conjoint avait pas terminé ses études secondaires alors que moi, je détiens un baccalauréat. Donc, j'ai fait des études universitaires. Et c'était une façon pour lui de me dire, c'est pas parce que tu es allée à l'université que tu es nécessairement plus intelligente que moi. Puis au-delà de ça, tu peux être allée à l'université puis être quand même une pauvre conne. C'est un peu ça le message. Fait que ça, hors contexte, ça peut avoir l'air banal. Ou encore, quelqu'un pourrait dire, ben, comment tu peux avoir accepté de te faire dire des choses comme ça? Mais c'est parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que la violence s'installe une étape, un pas à la fois, et un tel degré qu'à un moment donné, tu le vois plus. Euh, Tu banalises ce que tu vis, tu banalises ce qui se passe. Euh, Puis je te dirais que c'est pour se protéger soi-même. Quand j'étais en thérapie, après avoir mis fin à ce cycle-là, euh, j'avais déjà dit, heureusement, que le fil conducteur entre ma tête et mon cœur était coupé. Parce que je pense que on m'aurait retrouvée en psychiatrie. Les cycles de la violence, c'est comme un escalier. Donc, ça commence toujours par de la violence psychologique. Par la suite, s'installe la violence verbale. C'est pas dans tous les cas que ça va jusqu'à de la violence physique. Dans mon cas, il y a eu donc de la violence psychologique, de la violence verbale, de la violence physique.
il y a eu aussi de la violence économique et de la violence sexuelle. Donc, les différents cycles de violence, je les ai tous connus. Et ils étaient déjà tous installés au moment où on a décidé de fonder une famille. Suite à ma séparation, on m'a souvent posé la même question. Si ton ex-conjoint était déjà violent, pour quelle raison as-tu quand même décidé de fonder une famille, d'avoir des enfants avec lui? Tu sais, Audrey, à cette époque-là, j'étais profondément convaincue que je ne le quitterais jamais. J'étais profondément convaincue que j'aurais jamais le courage de mettre fin à cette relation-là. Et j'étais profondément malheureuse. Je me sentais profondément seule. Et évidemment, lui avait envie d'avoir des enfants. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas? Peut-être que ces enfants-là seront ma source de bonheur. Peut-être que ces enfants-là vont m'aimer véritablement pour qui je suis. Alors que dans le quotidien, j'ai seulement l'impression d'être méprisée. Donc, est-ce de bonnes ou de mauvaises raisons d'avoir des enfants? Je ne le sais pas, la question n'est pas là, mais c'est vraiment pour ça. Je me suis dit, il y aura sur Terre un être humain qui va m'aimer, moi, Isabelle, pour ce que je suis. Avec mes qualités, avec mes défauts, que peu importe ce que je vais faire, cette personne-là, de façon inconditionnelle, va m'aimer. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'avoir des enfants. Avec du recul, aujourd'hui, je me dis que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu m'offrir parce que, bon, oui, mes enfants me rendent heureuse. Et je pense qu'entre autres, la présence de mes enfants m'ont donné le courage de mettre fin à ce mode de vie. On m'a même déjà posé la question, est-ce que, inconsciemment ou pas, t'as pensé, t'as cru ou t'as espéré que d'avoir des enfants mettrait fin au cycle de violence? Et non, pas du tout. Pas du tout, et j'irais même jusqu'à dire, Audrey, que même enceinte, ça n'a jamais empêché mon ex-conjoint d'être violent physiquement avec moi. Je me rappellerai toute ma vie d'un événement qui, pour moi, représente l'événement le plus difficile que j'ai vécu dans ces 19 années de violence. Et Dieu sait, Audrey, que je pourrais passer des heures à te raconter des événements qui, même des fois, j'en parle. Et c'est difficile de dire, waouh, c'est de moi que je suis en train de parler, c'est de ma vie, j'ai vraiment vécu ça. C'est pas un film qu'on est en train de regarder, là, c'est la réalité, là. Ça fait partie de mon parcours. Mais je me rappelle d'un événement où j'ai 3 enfants. Et mon plus jeune avait 4 mois. Et mon ex me frappait pendant que je tenais notre bébé dans mes bras. Alors non, la présence de mes enfants ou même pendant que j'étais enceinte, est-ce que ça réduit les événements de violence? Non, pas du tout. C'était la première fois que les policiers intervenaient et c'était pas moi qui avais appelé la police, c'était un voisin. Puis, je vais profiter de l'occasion, je sais pas c'est qui a appelé la police. Je l'ai jamais su, je le saurai jamais. J'ai jamais pu remercier. J'ai jamais pu dire merci à cette personne-là. Merci parce que même si, malgré tout ça, je suis restée pendant encore 1 an et demi avec mon conjoint à cette époque-là, c'est cet événement-là qui a vraiment mis le pied dans l'engrenage. À partir du moment où un étranger dénonce,
La personne n'intervient pas là, entre mon conjoint et moi. Là. La personne n'essaie pas de me prendre par le chignon du cou et de me sortir par la force de cette relation-là contre mon gré. Non, la personne dénonce publiquement. Les policiers interviennent. Et puis, le policier que j'ai rencontré cette journée-là, un policier d'expérience, de visiblement plusieurs années là, d'expérience en tant que policier, m'a dit vous savez, madame, c'est pas la première fois qu'on intervient dans des cas de violence conjugale, mais c'est la première fois que j'interviens dans une situation aussi violente. Je me suis ouvert un compte de banque en cachette au nom de mon fils, dans laquelle à chaque mois, je mettais un petit peu de sous. C'était difficile parce que, comme je te l'ai précisé tantôt, je vivais aussi de la violence économique. Donc, même si je travaillais, même si j'avais un salaire, j'étais quand même sous l'emprise de c'est lui qui décidait quel argent j'avais de disponible pour dépenser, pour acheter quoi, etc. Alors, j'ai quand même réussi à mettre des sous de côté et j'avais effectivement caché un billet de 100 $ dans une poche intérieure d'un manteau, dans le garde-robe, en me disant, si un jour je dois partir en toute vitesse, je dois être capable de prendre mes 3 enfants, de tout laisser derrière moi, puis avec le 100 $, au moins je pourrais payer un taxi. Puis tout ça, j'ai vécu ça pendant les 19 années, pendant que j'habitais à Terrebonne. Donc, je te raconte ça, Audrey, puis j'ai des images qui me viennent en tête d'endroits, de lieux. Peut-être qu'on pourrait effectivement, si tu es d'accord, se déplacer, aller à Terrebonne, puis je pourrais continuer de te raconter des bribes de mon histoire. Isabelle nous amène dans la ville de Terrebonne, plus précisément dans son ancien quartier, où elle nous raconte la dernière nuit sous l'emprise de son ex-mari, là où tout a pris fin. C'est à cet endroit que j'habitais au moment où j'ai enfin mis fin à ce cycle infernal en appelant la police et en procédant là, pour la toute dernière fois à son arrestation. On est déménagé ici au mois de juillet 2001. Et puis en octobre, j'ai fait une tentative de suicide. Parce que à ce moment-là, je pensais que j'aurais jamais la force de m'en sortir. C'était une souffrance quotidienne, de la violence quotidienne. Puis un matin où je me suis dit, je peux pas imaginer que je vais passer un autre 24 heures dans des conditions comme celle-là. Alors, malgré la présence de 3 merveilleux enfants dans ma vie, j'en suis venue à la conclusion qu'il allait me tuer ou c'est moi qui allais mettre fin à ma souffrance. Et quelques mois auparavant, j'avais de ma propre initiative appelé la police en utilisant le téléphone, en signalant le 911, puis en laissant le téléphone ouvert. Bon, les policiers s'étaient présentés. On avait procédé à son arrestation. Il n'avait pas à ce moment-là fait de détention. Et puis, j'étais retournée avec lui. Donc, cette fois-ci, il savait pertinemment que je pourrais encore une fois appeler la police. Alors, il a pris le téléphone sans fil, il a arraché la pile à l'intérieur. Il a pris un couteau avec une lame de peut-être, je sais pas, 9-10 pouces. Et puis, il m'a carrément menacée en me disant que si je touchais le téléphone pour appeler la police, il allait me tuer avant que les policiers aient le temps de se présenter. Alors, il a fini par s'endormir. Et puis, moi, à ce moment-là, je me suis dit, c'est terminé. J'ai vraiment atteint le point de non-retour. C'est maintenant qu'il faut qu'il se passe quelque chose parce que on s'en sortira jamais, ni moi, ni mes enfants. Alors, j'ai attendu qu'il s'endorme. Je suis sortie de notre chambre. Je suis allée fermer la porte de chambre de mes enfants pour éviter que les enfants entendent du bruit et se réveillent. Je suis retournée dans notre chambre. Je me suis assurée qu'ils dormaient encore. Je suis allée dans le salon.
débarrer, ouvrir la porte. Je suis retournée dans la chambre. Là, j'ai constaté qu'il dormait toujours. Alors, j'ai pris le couteau en question et je suis sortie dans la rue. Alors, un soir du mois de novembre, je me suis retrouvée ici en jaquette, pieds nus, en plein milieu de la rue, à peut-être 1h30, 2h du matin, à me poser la question, bon, je fais quoi? Et puis, la maison qui est juste en face d'où on habitait, j'ai vu la lumière allumée, alors je suis allée frapper à la porte. Et puis, contre toute attente, la propriétaire m'a ouvert la porte, alors j'ai appelé la police. Les policiers se sont présentés, ont procédé à son arrestation. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, là, c'était la dernière fois. C'est aussi l'image, c'est aussi le message que je veux lancer à mes enfants, que leur mère a réussi à s'en sortir pour eux et pour elle-même. Et je veux que, pour ma fille, que le message, c'est que la violence est inacceptable, même si l'homme avec lequel tu partages ta vie et tu crois que c'est l'homme parfait, que c'est l'homme de ta vie, personne ne mérite de vivre ça. Et pour mes fils aussi, qu'aucun homme a le droit de traiter une femme de cette façon-là. Alors, c'est le message que je veux leur lancer, mais je veux que mes enfants soient fiers de moi. Je veux que mes enfants aient pas pour penser que, ah, ma mère, c'est une femme faible, quelqu'un qui a vécu de la violence, qui nous a mis au monde dans un contexte comme celui-là. Non, je veux que mes enfants se disent, ma mère, c'est une femme forte. Elle s'en est sortie, puis elle nous en a sortis quand c'était encore le temps. Si tu es témoin, tu penses que le voisin à côté est en train de battre ta femme, moi, ce que je peux dire, c'est n'hésite pas. Il faut dénoncer. Si tu me poses la question, est-ce que si je dénonce, il y a des risques pour que cette femme-là en paye le prix? La réponse est oui. Inévitablement, si quelqu'un dénonce, ça va être elle la coupable. Mais c'est le seul moyen qu'on a de briser en quelque sorte l'isolement dans lequel on est confiné, dans lequel on se confine soi-même aussi, par crainte d'être jugé. Et même quand les policiers interviennent, même quand on commence à fréquenter une maison d'hébergement ou un organisme qui vient en aide, où on fait de la thérapie individuelle ou de groupe, n'en demeure pas moins que ça peut être encore très long avant qu'on ait le courage de mettre fin à ce cycle-là dans lequel on est enlisé depuis des années. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la peur, on la vit de façon quotidienne. Ça, c'en est une. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que notre agresseur a travaillé très fort pour qu'on se sente misérable. Et c'est difficile d'essayer de se sauver et même de sauver ses enfants quand on a l'impression qu'on est la pire merde qui n'existe pas. Tu sais, Audrey, j'ai jamais pensé que je méritais ce qu'on me faisait vivre, mais j'ai souvent pensé que c'était de ma faute quand le moment de violence arrivait. Puis que je me disais, j'aurais dû ne pas dire ça, j'aurais dû ne pas poser tel geste, j'aurais dû ci, j'aurais dû ça, ce qui fait qu'à un moment donné, dans ton quotidien, à tous les jours, tu es constamment en train de vivre dans l'appréhension du moment qui inévitablement va venir. Ça peut être dans la journée, ça peut être demain, ça peut être la semaine prochaine, mais tu sais qu'il y a un événement de violence qui va se produire. Puis c'est comme si, à un moment donné, j'avais développé le réflexe de toujours parler dans ma tête avant de laisser les mots franchir ma bouche, au cas où dans ma phrase, il y aurait un mot qui lui déplaît et qui provoque encore une fois une claque, un coup de poing, se faire cracher en plein visage, se faire pousser par terre,
un objet qu'on nous lance dessus, faire déchirer ses vêtements, prendre une photo auquel on tient énormément. Un exemple que j'ai souvent raconté à mes amis proches, je te disais tantôt, j'ai étudié, j'ai fait un baccalauréat et j'ai fini par recevoir mon diplôme par la poste. Et puis une journée, pour me faire mal, il a déchiré mon diplôme. Puis sincèrement, là, encore aujourd'hui, des fois, je me demande, qu'est-ce qui fait le plus mal? La claque, le coup de poing sur la gueule ou des gestes comme ceux-là? Je me suis jamais donné pour mission de sauver qui que ce soit. Mais je pense que c'est important que les gens comprennent ce que l'on vit. Qu'est-ce qui se passe entre quatre murs quand une femme vit de la violence? Pourquoi elle reste? Qu'est-ce qui finalement la pousse à mettre fin à ce cycle-là, soit avant qu'on en arrive au suicide ou à l'homicide? Puis je pense que surtout ce que je veux livrer comme message, c'est que c'est possible de s'en sortir et qu'il y a un après et que ça vaut la peine que cet après-là soit vécu.